Le masque, le nouvel accessoire à la mode, c'est aujourd'hui d'ailleurs qu'aurait dû débuter la Monte Carlo Fashion Week. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour un nouveau JT. Le port du masque, une bonne habitude que nous avons dû prendre, un geste de protection au quotidien pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Et à Monaco, même la nymphe de François-Joseph Bozio et le bronze de Georges Segal respectent cette mesure. Nous parlerons justement des mesures prises par le gouvernement princier, plus particulièrement de la campagne de dépistage à Monaco. Elle débutera la semaine prochaine. Alors qui est concerné? Comment cette opération va se réaliser et quel est l'intérêt d'y participer? Le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger, répondra à toutes nos questions. C'est un photographe engagé qui pousse un cri d'alarme. Une partie des Indiens d'Amazonie risque de disparaître à cause du coronavirus. Sebastião Salgado a lancé début mai une pétition signée par déjà plus de 220 000 personnes. Un appel urgent pour sauver les gardiens de la forêt amazonienne adressé au président du Brésil. Sebastião Salgado sera notre invité. Et puis nous rejoindrons Alexandra Pani qui s'est intéressée à la reprise des examens du permis de conduire. Nous verrons d'ailleurs si elle a passé le test haut la main. Mais avant cela, le point sur l'info, c'est avec vous Fabien Bonilla. Bonsoir Fabien. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Nous débutons ce point info avec du sport et de la F1. Alors non, je ne vais pas vous annoncer la reprise du championnat, mais le point sur les tractations. Vous le savez probablement, Sébastien Vettel est parti de la Scuderia Ferrari. Qui pour le remplacer? Il en était beaucoup question ces derniers jours et le nouveau coéquipier du monégasque Charles Leclerc sera, et c'est officiel, Carlos Sainz Junior. L'Espagnol quitte McLaren et s'engage pour 2 saisons avec Ferrari. Et dans ce jeu des chaises musicales, McLaren a également entériné l'arrivée de Daniel Ricciardo en provenance de Renault pour cette saison 2021. Culture avec les ballets de Monte Carlo et cette campagne de dépistage au sein de la compagnie. Absolument. Les ballets de Monte Carlo ont effectué des tests sérologiques de dépistage du Covid-19 à l'ensemble du personnel. Ces tests se sont déroulés mercredi au sein de l'atelier des ballets de Monte Carlo et effectués par la Croix-Rouge monégasque. Ce dépistage global va permettre de remettre en place les entraînements et une activité artistique progressive. Suite au déconfinement, les ballets de Monte Carlo avaient déjà pris des mesures de sécurité pour le retour du personnel administratif, comme par exemple la mise à disposition de gel hydroalcoolique, lavage des mains, prise de température, etc. À noter que le savoir-faire des ateliers de costumes des ballets de Monte Carlo a permis de confectionner les masques remis à chaque membre de la compagnie, mais ils ont aussi fourni les structures culturelles de la principauté. Vous l'avez dit, c'est la Croix-Rouge de Monaco qui a effectué ces tests, Fabien, au sein de l'atelier des ballets. La Croix-Rouge qui vient de recevoir un don. Oui, 20 000 €, un don de la banque CFM Indo-Suez afin de contribuer à l'effort de la Croix-Rouge monégasque. Ce montant est au profit des actions sociales de l'association et plus précisément pour les personnes dont la situation socio-économique s'est détériorée avec les conséquences de la crise du coronavirus. Covid-19, toujours, le gouvernement et le Conseil national se sont à nouveau réunis au ministère d'État. Pour la 8e fois, effectivement, le comité mixte de suivi du Covid-19 composé du gouvernement et du Conseil national se sont entretenus concernant cette crise sanitaire sans précédent et notamment sur le dépistage massif. Nous reviendrons plus en détail sur les points abordés dans l'édition de vendredi dès 19 h. Merci Fabien. Le dépistage massif de la population, il en sera justement question dans quelques minutes avec notre invité Didier Gamerdinger. Mais tout d'abord, Christine Datomel est allée à votre rencontre pour savoir si vous êtes favorable à vous faire tester. C'est surtout aussi pour une question de tranquillité personnelle. Oui, moi je suis d'accord sur ça. Moi je pense que c'est une très bonne idée que la population se fasse tester. Mais j'ai une seule question parce que je n'ai pas très compris cette situation de ce virus. Par exemple, si on est testé cette semaine, la semaine prochaine, qu'est-ce qui va nous arriver? C'est pas tellement de se faire tester qui est grave, c'est surtout les conséquences qu'il y a après. Parce que quand j'entends dire que si jamais vous êtes positif, et encore on n'en est pas sûr, si on doit aller chercher votre famille, séparer tout le monde, je crois que c'est un peu dur. Non, je ne suis pas trop d'accord. C'est pas vraiment nécessaire parce que après si on porte des masques, c'est pas la peine de tester. Ça peut être une bonne chose. Ça peut être très bien pour se rassurer soi-même et pour rassurer son entourage. Je pense que ça peut être très bien.
Rassurer et se rassurer, les avis sont majoritairement favorables au dépistage de la population. Nous sommes maintenant avec le ministre des Affaires sociales et de la Santé. Bonsoir Didier Gamerdinger. Bonsoir. Nous allons faire le point ensemble sur cette campagne de tests massifs en principauté. Comment cela va se dérouler? Nous commençons très concrètement par l'envoi d'un courrier à l'ensemble des résidents de la principauté de Monaco, c'est-à-dire proposer, mais sur la base du volontariat, massivement à tous nos résidents de se faire tester. Un test très simple, une petite goutte de sang au bout du doigt, dans un réactif, et en 10 minutes, on a la réponse. Ce test concerne les résidents. Est-ce qu'il va aussi concerner les salariés de la principauté qui sont des milliers à venir chaque jour travailler à Monaco? Nous commençons par les résidents, parce que c'est notre population, mais évidemment nous pensons aussi à l'ensemble des salariés, ceux qui ont travaillé en principauté de Monaco pendant le confinement, et puis ceux qui se remettent au travail. Nous allons aussi leur proposer de venir dans les centres de dépistage que nous allons mettre en œuvre. Alors les centres de dépistage, imaginons je veux me faire dépister, je veux faire un test sérologique, où est-ce que je vais devoir me rendre? Au CHPG, à un laboratoire d'analyse? Alors ça va être encore plus simple, c'est-à-dire que nous allons proposer à la population de venir dans 2 grands centres que nous mettons au point, qui sont l'un, l'espace Léo Ferré, qui nous est prêté par la mairie, l'autre, l'espace Ravel, qui nous est mis à disposition par le Grimaldi Forum. Et l'idée, c'est que dans chacune de ces 2 structures, nous mettions en place une organisation avec des personnes qui sont là pour piquer le bout du doigt et donner les résultats d'analyse, des infirmières, un médecin responsable, un coordinateur, pour que tout ceci soit fluide. Nous allons inviter les personnes à se présenter en fonction de leur nom de famille, donc à tour de rôle, à une date déterminée qui sera largement publiée, relayée sur les réseaux sociaux, la communication et dans la presse. Si ce test est positif, qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, si ce test est positif, la personne est invitée à se rapprocher du médecin qui sera présent sur place, qui expliquera ce que c'est qu'un test positif. Un test positif signifie que la personne a été en contact avec le virus. Alors, ça peut avoir été un contact qui remonte à un mois et demi, par exemple. Et donc, ce qui sera proposé à ce moment-là à la personne, c'est de faire une prise de sang, une analyse sérologique plus fine, pour déterminer quel est son taux d'anticorps dans le sang. Et en fonction de ce dernier, il pourrait être proposé à la personne de faire une analyse PCR, c'est-à-dire un prélèvement rhinopharyngé, pour déterminer si, à ce moment-là, elle est en train de développer la maladie, ou bien si c'était une maladie qui était largement précédente. C'est le test PCR, c'est ce long coton-tige qu'on nous met dans le nez. Qu'est-ce qui fait la différence entre un test sérologique et un test PCR? Alors, le test sérologique, c'est un test sanguin. Donc la goutte de sang au bout du doigt, la prise de sang pour confirmer des choses. Ça permet de déterminer que vous avez été en contact avec la maladie et que vous avez développé des anticorps. Sachant que les anticorps n'apparaissent en général qu'au bout de 6 à 10 jours. Et donc on voit bien que les premiers jours de contact de la maladie avec la personne considérée, il n'y a pas de réaction d'anticorps. Et donc pour savoir ce qu'il en est, il faut faire un test PCR, qui est un test, vous l'avez dit, de prélèvement rhinopharyngé dans les fosses nasales. On va chercher les traces du virus dans les fosses nasales. Une question, Monsieur le Ministre, est-ce que ce test est obligatoire? Le test il est proposé à la population. Les personnes qui ne le souhaiteraient pas, c'est leur liberté, elles ne se font pas dépister. Et qui va prendre en charge ces tests? Alors c'est totalement pris en charge par la principauté de Monaco, qui a acheté les tests nécessaires. Nous en avons reçu 50 000, il y en a 20 000 au CHPG. Nous en avons commandé 60 000 en plus, de façon à disposer largement des tests nécessaires. Et c'est totalement gratuit, tant le test lui-même que la prise de sang de confirmation qui pourrait être éventuellement nécessaire. Cette campagne a pour but de rassurer? 2 intérêts. Rassurer la population. Le gouvernement comprend tout à fait que les personnes se posent des questions. Ai-je été en contact avec la maladie? Ai-je été asymptomatique? Qu'en est-il pour mes enfants? Donc c'est légitime et le gouvernement souhaite répondre à cette attente de la population, d'une part. D'autre part, nous souhaitons connaître ce qu'on appelle le statut sérologique de la population, c'est-à-dire quel pourcentage de notre population a été en contact avec le virus. Ça nous permet d'en tirer des enseignements généraux, notamment de savoir comment l'épidémie est passée en principauté de Monaco, si effectivement le confinement que nous avons mis en œuvre a été efficace, et il l'a été, et ça nous permet pour l'avenir d'en tirer des enseignements.
Une campagne donc de tests massifs en principauté pour les résidents, mais également les salariés de Monaco. Merci beaucoup Didier Gamerdinger. Je vous en prie, merci. Depuis la levée du confinement, l'activité a repris dans certains secteurs. Un retour encadré avec des conditions à respecter. Nous avons voulu savoir comment les auto-écoles assurent la sécurité des élèves et des moniteurs quand une partie de l'apprentissage se déroule dans une voiture. Alexandra Pani, vous êtes avec Pierre Tullou de l'auto-école Georges pour nous éclairer à ce sujet. Oui, Émilie, j'ai décidé de reprendre des cours de conduite aujourd'hui. On va aller voir donc avec Pierre comment ça se passe pour vous depuis cette reprise, une reprise particulière parce qu'effectivement, quand on pense auto-école, on pense promiscuité. Tout à fait, il a fallu qu'on mette en place tout un protocole en fait, qu'on a fait valider par des médecins hygiénistes hospitaliers. Ensuite, on a proposé ce protocole au service de la circulation. L'enseignant doit d'abord désinfecter tout le tableau de bord de la voiture, tout ce qui n'est pas couvert par les protections. Donc ensuite, il installe ces fameuses protections, siège, volant, levier de vitesse, frein à main. Ce sont des protections à usage unique, jetables. Ensuite, ils peuvent partir en leçon. Et à la fin de la leçon, l'élève enlève ses protections, les jette dans un sac poubelle refermable et on redésinfecte la voiture entre chaque élève. Comment ça se passe pour eux? J'imagine qu'ils sont rassurés puisque à l'intérieur aussi, il y a des changements au niveau de la révision du code. Avant, on va dire qu'il y avait une dizaine d'élèves, là c'est un petit peu plus réduit. Tout à fait, distanciation obligée, donc on a réduit le nombre d'élèves dans la salle de cours, on a installé des marquages au sol pour qu'ils ne bougent pas les chaises, lavage des mains obligatoire en arrivant, port du masque bien évidemment obligatoire. Je les trouve assez disciplinés, ils se plient courtoisement à toutes ces mesures sanitaires, tout se passe bien. Bon, on espère que ça va continuer comme ça. Merci en Merci tout cas, beaucoup. Pierre. Merci beaucoup. Et Émilie, vous l'avez entendu, donc d'une dizaine de personnes qui révisaient son code à l'intérieur. Maintenant, 4-5 personnes grand maximum pour respecter ces fameux 1,50 m de distanciation. Il est l'heure de passer à la pratique, Alexandra, puisque les examens ont eux aussi repris à Monaco. Oui, Émilie, justement, je rejoins Elliot qui... après avoir consciencieusement voulu réviser encore une dernière fois ce matin. Qu'est-ce qui change en fait par rapport à avant ici? C'est la deuxième fois que tu le passes. Il y a beaucoup d'aménagements. Oui, on peut le remarquer. Je dois effectuer mon test avec un masque. Et les espaces sont bien compartimentés. On va aller voir ça justement avec Mathieu, qui est inspecteur. Comment ça se passe pour vous? Il y a beaucoup de changements, vous avez dû vous réorganiser rapidement? Oui, alors il y a plusieurs changements. Donc en effet, le port du masque est obligatoire pour passer l'examen théorique. Ensuite, donc en temps normal, les auto-écoles peuvent présenter 3 candidats par session. Maintenant, c'est plus qu'un candidat à la fois. Lorsqu'ils arrivent au service, ils s'installent directement dans la salle d'examen. Et à la fin de l'examen, quel que soit le résultat, qu'ils réussissent ou qu'ils échouent, ils quittent les lieux immédiatement. Merci beaucoup. Et vous l'aurez compris, plein de précautions ici sont prises. Et surtout, Émilie, si vous comptez prendre rendez-vous pour repasser votre test, il faudra vous y prendre bien en avance. Oui, enfin, je vais d'abord réviser parce que je ne suis pas sûre de faire un sans faute. Merci Alexandra. Il est temps à présent d'écouter le cri d'alarme d'un photographe engagé. Sebastião Salgado s'inquiète sur la situation des Indiens de l'Amazonie. Une population fragile et isolée, menacée par le coronavirus. Le photographe franco-brésilien a lancé une pétition sur Internet à destination du président Bolsonaro. Bonsoir Sebastião Salgado. Bonsoir. C'est un appel urgent que vous avez adressé au président du Brésil, un appel pour sauver les populations indigènes d'Amazonie du Covid-19. Oui, c'est un appel en urgence. La population indigène d'Amazonie, elle est sous menace d'avoir le coronavirus. Ces populations n'ont pas une défense immunologique pour des maladies qui viennent de dehors de la forêt. Et donc, ils ont un risque énorme de disparaître. On a une vraie invasion des territoires indiens par des orpailleurs, des gens qui exploitent les bois, des sectes religieuses. Et donc, on demande une intervention des gouvernements brésiliens. Cette population, elle est de combien d'Indiens environ? Est-ce qu'on sait un petit peu aussi combien ont été touchés par le virus et combien en sont morts? On a une population d'à peu près 300-310 000 Indiens dans la forêt amazonienne sur un énorme espace. L'espace de l'Amazonie brésilienne fait à peu près 8 fois la surface de la France. Donc, c'est très difficile d'apporter une aide. Si la maladie entre
à l'intérieur de ces frontières, ça va être très compliqué, très difficile d'apporter une assistance médicale à ces populations qui sont déjà très fragilisées par toutes les maladies qui viennent d'ailleurs. Voilà, vous l'avez dit, le virus est importé par cette présence illégale. Les orpailleurs surtout, on a plus de 20 000 orpailleurs qui ont envahi les territoires. Vous parlez de mesures à prendre. Quelles sont les mesures, selon vous, qui seraient adéquates? En réalité, il n'y a qu'une seule manière d'expulser ces envahisseurs, c'est l'armée. L'armée, c'est la seule institution brésilienne capable de vider ces endroits. Parce qu'elle connaît très bien la région, elle a une force capable de le faire. Mais pour que l'armée intervienne, il faut un mandat. Et c'est là qu'il appelle, qu'on a demandé une série de personnalités, dont le prince Albert II de Monaco. C'est en demandant les autorités brésiliennes de créer cette force d'intervention. On a fait une demande au pouvoir exécutif, donc au président Bolsonaro, mais aussi au pouvoir législatif, les chambres hautes brésiliennes et les pouvoirs judiciaires. N'importe lequel de ces trois pouvoirs peuvent prendre la décision d'une intervention en Amazonie. Vous vous attendiez à un tel élan de mobilisation, de solidarité pour ce peuple indigène? Écoute, on a eu un énorme impact. Ces listes de personnalités qu'on a créées et qu'on a présentées à la presse brésilienne dimanche dernier et qu'on a présentées sur tous les grands journaux brésiliens, tous les grands journaux, dont les grands journaux nationaux de la télévision Globo brésilienne, qui a touché plus de 110 millions de personnes, a donné une énorme diffusion à cet appel. Et donc, on a créé vraiment un grand impact au Brésil. On a eu jusqu'à présent un peu plus de 300 000 signatures à l'intérieur du Brésil. Maintenant, on attend des autorités brésiliennes qu'elles réagissent et qu'elles prennent la responsabilité. Et si on arrive à un génocide de ces populations, je crois bien que ces populations, ces autorités brésiliennes, elles doivent être jugées responsables. Génocide, c'est un mot fort, Sebastião Salgado, quand même. Mais quand même, c'est le mot utilisé parce que les autorités sont conscientes de la manque de défense immunologique de ces populations. Ces autorités, principalement les exécutifs, le gouvernement Bolsonaro, ils incentivent énormément l'invasion de ces territoires. Donc, ils ont conscience qu'avec le coronavirus, on peut faire disparaître ces populations. Et qu'est-ce que c'est un génocide? C'est l'élimination d'une ethnie ou de plusieurs ethnies, élimination aussi de sa culture. C'est ça qui se passera, donc ça serait sans aucun doute un génocide. Sebastião Salgado, on le sait aussi, vous êtes un fervent défenseur de l'environnement. Est-ce que d'après vous, cette épidémie de coronavirus aura un impact positif sur l'environnement, et notamment en Amazonie qui a été touchée par les incendies? L'Amazonie est sous la menace totale avec le nouveau gouvernement nouveau. Ça fait 1 an et demi que ce gouvernement est en place, le gouvernement Bolsonaro. C'est une menace directe. On est en train, à ce moment, de voter une loi au Brésil qui va permettre l'invasion généralisée des territoires indiens en Amazonie pour un congrès qui, dans sa majorité, appuie l'agro-business au Brésil qui est très agressif vis-à-vis de l'Amazonie. Prendre ses responsabilités, c'est le message que vous adressez au président du Brésil. Merci beaucoup, Sebastião Salgado. Un plaisir. C'est une tradition chaque soir, les infos pratiques avec Fabien Bonilla, et cette bonne nouvelle pour ceux qui s'apprêtent à franchir le pas, on peut désormais à nouveau se marier. Oui, les mariages en mairie seront célébrés à nouveau dès le 18 mai. Mais attention, avec quelques conditions. On oublie le grand mariage avec 500 invités. Seuls les témoins et les parents des mariés pourront être présents dans la salle. Et les mariés, évidemment, cela va de soi. Quant aux adjoints qui célèbrent l'union, ils se tiendront à distance et porteront un masque. Il faut savoir quand même que la plupart des mariages à Monaco ont été reportés au mois de juillet ou août, voire pour certains l'année prochaine. La mairie de Monaco a également partagé une autre information, preuve que la vie reprend son cours petit à petit.
Avec la réouverture des commerçants de la halle du marché de la Condamine en soirée, du mardi au samedi, de 18h30 à 22h30, pour la livraison et la vente à emporter uniquement. Pour rappel, et c'est bien pratique, le service de livraison dédié aux achats de produits alimentaires est toujours disponible. Du lundi au dimanche, les commandes peuvent être passées directement auprès des commerçants. La livraison est assurée 7 jours sur 7. Une précision à présent concernant les transports en commun. Vous avez des précisions à nous apporter concernant les horaires, Fabien? Eh bien, la CAM, la compagnie des autobus de Monaco, depuis le déconfinement, applique tout simplement les horaires de semaine traditionnels. Vous avez les horaires sur les abribus, mais vous avez surtout l'application Citymapper qui est faite pour ça. Des bus donc en journée. En revanche, le service des bus de nuit n'est pas encore en application. Il faut savoir qu'il y a en moyenne 10 000 utilisateurs d'autobus par jour en ce moment, contre 25 000 avant cette crise sanitaire. Et dernière information, n'oubliez pas le bateau-bus qui vous permet d'aller d'un quai à l'autre. Lui aussi est en fonctionnement. Et pour finir, quel temps va-t-il faire ce vendredi ? Eh bien vendredi, un temps plutôt nuageux le matin et de belles éclaircies l'après-midi. Ça va se dégrader à partir du samedi. Quant aux températures, elles varieront de 15 à 18 degrés environ. Le soleil se lèvera à 6h03 pour se coucher à 20h49. Et ce vendredi, nous fêterons les Saintes-Denises. Et comme on le dit, à la Sainte-Denise s'arrête la bise. Et même si l'on parle de la bise du vent, c'est un dicton qui en cette période n'a jamais été autant d'actualité. Il va falloir encore attendre un petit peu, Fabien, avant de pouvoir se refaire la bise. Merci. Et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Continuez de nous alimenter en témoignages, en informations, en photos et en vidéos en rejoignant le réseau Malitia. On se quitte sur le best-of des réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve demain sur Monaco Info. Blink, bow, ooh, chain on skateboard P. Yeah, going 8 like nigga.